je suis curieux. Curieux de découvrir des histoires, de m'attacher à des personnages et de les voir évoluer dans des univers fascinants. Comme tout le monde, depuis toujours. Mais aujourd'hui, je suis curieux de toute forme d'art, de toute époque, de tout pays. C'est pas quelque chose d'évident, ni de donner à tout le monde cette envie de voir, et surtout de comprendre, de percer l'austérité pour percevoir des réponses. Mais me voilà, après 1 an d'essai à écrire cette vidéo, j'ai enfin trouvé ce qui m'a poussé en avant. C'est toujours difficile de se confronter à des types de films qu'on n'a pas l'habitude de voir. Difficile d'accepter le fait qu'il n'y ait pas de scène d'action quand on est jeune, puis difficile de se mettre au noir et blanc. C'est encore plus dur lorsqu'on étudie le cinéma ou qu'on est juste curieux de se mettre à regarder du cinéma étranger. J'entends par là autre chose que le cinéma français et américain. Depuis quelques temps, le grand public revient au cinéma étranger et c'est fantastique. Les thrillers coréens ont beaucoup aidé, notamment Parasite de Bong Joon-ho, mais aussi Le Pilier, qui est l'œuvre de Park Chan-wook. En Europe, des films du Moyen-Orient parviennent à aller au-delà des festivals jusque dans nos cinémas, ainsi que des productions du Nord, notamment leurs séries, qui séduisent un public de plus en plus large. Mais s'il y a bien un pays dont la culture rayonne le plus fort aujourd'hui, c'est le Japon. Parce qu'une fois passée cette première couche, qu'est la japanimation, de plus en plus de personnes s'intéressent à leur culture, leur tradition et de ce fait, à l'art. Oh boy, je n'étais pas prêt. Personne ne l'était. L'amour pour ce pays fascinant s'est propagé à une de ses vitesses. Lorsque sort Ghost of Tsushima sur PS4 en 2020, c'est la consécration. Un géant américain dresse un hommage grandiloquent et respectueux à toute la bulle culturelle du conte japonais d'époque, en référençant son cinéma, ses mangas, ses légendes. Comme c'est une chaîne cinéma, vous l'avez très vite compris, c'est le côté visuel du jeu qui m'a plu. Par le visuel, j'entends cette harmonie de couleurs, cette ambiance entre le fantastique et le médiéval, et par extension, tout l'imaginaire autour de ces récits de samouraïs légendaires. Toute ma vie, j'avais comme ignoré ce pendant entier de la culture populaire. Populaire, mais très hermétique. Connu, mais tout de même de niche, tant les Japonais pensent, agissent et parlent d'une manière très différente de nous occidentaux. Et c'est typiquement ce genre de distance qui m'a intéressé. Et aujourd'hui, je suis fier de pouvoir présenter ce sujet qui me tient particulièrement à cœur. Celui du mythe du cinéma japonais, qui façonna le cinéma durant bien des années et qui permet d'accéder enfin à cet autre côté du monde, exotique, mais incompréhensible pour certains. Bien plus que de simples combats d'épée, de dialogues statiques et de vieux films, le Shambara est certainement le sous-genre cinématographique le plus fascinant qui ait jamais existé. Le cinéma japonais est un des plus conséquents du monde, en termes de nombre de productions ainsi que d'ancienneté. Il est en effet un des premiers pays à se lancer dans le 7e art, après la France et les États-Unis, et se place 3e sur le podium du plus de films produits derrière l'Inde et la Chine. Le cinéma véhicule une idée, une narration dans le mouvement d'image. C'est simple, voire sommaire pour nous aujourd'hui, mais l'appropriation du média fut très différente selon les cultures. Les Russes y ont apporté différentes sciences du montage au début du XXe siècle, en envisageant les successions de plans comme des possibilités relatives de signification. Les Allemands, eux, y ont vu un moyen d'exprimer des univers impossibles à reproduire ailleurs que sur pellicule, avec des jeux de clair-obscur extrêmes et un travail sur les décors et leurs perspectives. Le Japon, quant à lui, y a vu l'opportunité de reproduire les plus grandes légendes jouées auparavant sur les scènes de théâtre. Car pour ceux qui l'ignorent, une immense tradition théâtrale coule dans les veines des mœurs japonais depuis le XIVe siècle. Tout d'abord danse rituelle, elle se transforme en divertissement, marqué de chants et de costumes. Les différents registres se nomment No, Kabuki et Bunraku, tous accordent une importance primordiale à l'espace utilisé, au visage des comédiens ainsi qu'à la gestuelle, portée sur une musique traditionnelle où les voix s'élèvent, graves et impactantes devant le public. Bref, c'est cet héritage qui va pousser les Japonais à très vite se tourner vers le cinéma. À l'âge du muet, énormément de films ne sont que captations des représentations kabuki,
Mais très vite, les studios qui émergent, comme la Shoshiku, mettent en avant des reconstitutions féodales, des sortes de fresques moyenâgeuses qui utilisent les orchestres en salle comme bande-son. Ce genre qui deviendra symbolique du cinéma japonais s'appelle le Jidai Geki, le film d'époque. Sa popularité retient ainsi leur industrie à passer au parlant pendant très longtemps. Les acteurs, très expressifs, jouent comme au théâtre, voire même plus férocement, pour que leurs sentiments soient absolument perceptibles dans une société où ils sont toujours sévèrement réprimés et dissimulés. De cette période émergent deux génies absolus, Yasujiro Ozu ainsi que Kenji Mizoguchi, qui travailleront jusque dans les années 50 et 60. Avec eux débute un âge d'or, celui de la prise de vue de Tokyo, des campagnes, des gens, une sorte de volonté de montrer et de faire état d'un pays et de ses crises, de mettre en lumière ses dérives. Leur cinéma se politise, on y retrouve Ghost de Tokyo de Ozu, ainsi que Les Sœurs de Gion de Mizoguchi, deux témoignages de la pauvreté, des bas quartiers et du statut de la femme japonaise. Enfin, nous voilà débarrassés des limites qu'imposait jusqu'ici le théâtre pour que petit à petit, une narration par l'image, le montage et techniques cinématographiques soient les ingrédients d'un art libre, conscient de son statut de divertissement mais avant tout didactique. Malheureusement, ce jeune monde du grand écran est fragilisé. L'archipel connaît un terrible séisme en 1923, puis le conflit sino-japonais, qui détruira grand nombre d'œuvres au fil des années perdues à jamais. C'est là le plus important cas de lost media de la culture moderne. Ajoutez à ça une censure assez forte du gouvernement impérial, qui mobilise le cinéma pour transmettre des valeurs nationalistes, et vous obtenez une immense majorité de films de propagande, qui diffusent l'effort de guerre aux jeunes japonais en permanence. C'est ainsi que le Jidai Geki, qui sera de nouveau censuré sous l'occupation du général MacArthur plus tard, est employé pour mettre en avant des figures héroïques, fières et immortelles du folklore japonais, les samouraïs. Sorte de super-héros d'un passé glorifié des japonais, leur présence redonne du moral aux troupes. C'est en ce début de siècle que naît plus ou moins le sous-genre du Shanbara, soit le film de sabre, qui tiendra une place de choix dans l'histoire de la culture populaire mondiale, dans ses dérives et ses influences, et ce jusqu'à nos jours. Le genre existait au préalable sur scène, mais sa transposition sur écran rend son aura bien plus éclatante. À travers lui, des hommes manipuleront ce sujet pour tendre vers de la satire provocante, de la tragédie poétique, du drame historique, de la comédie d'exploitation, transcendant le but premier du genre pour correspondre à ce rêve, celui de révolutionner le cinéma et la narration du média, ce qui fera d'eux les plus grands réalisateurs de l'histoire. On va s'arrêter ici d'ailleurs, pour le cours d'histoire. J'en vois déjà quelques-uns bailler et c'est pas mon but. Pour moi, il s'est passé quelque chose avec le cinéma japonais. D'accord, j'ai fait des études de ciné, mais c'est pas la raison qui m'a fait m'accommoder au film en noir et blanc, sortir de ma zone de confort et découvrir le cinéma international. Leur style m'a juste touché. Leur façon de monter des histoires simples de manière très complexe, leur poésie, leur magnifique sensibilité a résonné en moi tout à fait naturellement. Je ne me suis jamais forcé à découvrir leur paysage culturel. À travers cette vidéo, je tente de comprendre pourquoi, de trouver l'élément qui m'a fait traverser ce portail vers l'art et sa compréhension. J'ai évoqué l'acting japonais tout à l'heure, mais il est vrai que les plus grands interprètes que je connaisse sont tous japonais. Leur stature, leur phrasé, ils incarnent plus que leur personnage, ils l'embellissent. Autour de ces figures se compose un véritable mythe vivant, un élément omniprésent dans leur culture. Je pense que si leur cinéma est autant jonché d'iconisation, de la croyance, de la nature embellie, du respect pour les ancêtres, et pour les gens en général, c'est parce qu'il est le reflet profond de leur propre mode de pensée. Un héritage certain de leurs opinions religieuses, comme j'aime l'appeler, à travers le shintoïsme et le bouddhisme, où absolument tout a un nom, une histoire, une personnalité et parfois une fonction. Penser les objets, la météo, la nature et les animaux ainsi, c'est se raconter des histoires tous les jours, façonner des mythes du quotidien. Et c'est pourquoi des cinéastes comme Ozu ont autant fasciné, parce que des plus simples situations, ils façonnent des drames au questionnement quasi rhétorique.
Aidé par leurs comédiens, souvent récurrents, chaque cinéaste va parvenir à transmettre une palette hallucinante d'émotions à travers leur filmographie, de l'âge du muet jusqu'à la nouvelle vague japonaise, et garnir leurs propos en leur insufflant un aspect de légende, serti d'un visage iconique. Et de tous les genres de ce prolifique cinéma, c'est bien le Chambara qui écope des gueules les plus mémorables. Parce que le Japon féodal devient un miroir acerbe et magnifique chez Kobayashi, un terrain de jeu de dénonciation politique, comme chez Mizoguchi, un portrait édifiant chez Inagaki, ou encore une libération des mœurs avec Mizumi. Car qui ne se souvient pas du visage en pleurs de Kinuyo Tanaka dans Oharu Femme Galante, de la posture cultissime de Toshiro Mifune dans Yojimbo, ou bien du regard pénétrant de Tatsuya Nakadai dans Sword of Doom. C'est donc ici la première clé importante pour comprendre pourquoi c'est si bien fait. Peut-être est-ce le mythe parfait, en fait. À travers le Chambara, on peut aller au plus simple d'une histoire, mettre les fils narratifs à nu et l'assumer entièrement pour uniquement traiter de l'essentiel. Un homme se venge des méchants politiciens qui ont détruit sa famille. Bam, Harakiri. Un père saint de son royaume en 3 pour ses fils. Mais pouvoir pas bien, donc guerre. Bam, Ran. Un masseur aveugle est un habitué des maisons de jeu et en fait il connaît le karaté. Bam, Zatoichi. Et non content d'être efficace et parfait dans sa forme, le genre y va de bon ton et offre à chaque histoire une profondeur inégalée qui résonne d'abord avec la société japonaise évidemment, mais ensuite qui touche à l'universel. Harakiri, ou le récit d'un clan hypocrite qui détourne les valeurs honorables du samouraï et qui trahit à la fois sa figure d'autorité, mais alarme aussi sur l'état d'un pays dirigé par une fausse morale. Ran, ou le tableau d'un maître sur la rage qui anime le cœur des hommes, profondément cruel et chaotique, au sein d'une nature aux couleurs qui se perdent sous les yeux tristes des dieux impuissants. Ça marche, à chaque fois. Même Zatoichi, c'est pas juste un masseur aveugle qui est habitué des maisons de jeu et qui fait du karaté. Prenez cette scène, où Zatoichi, aveugle, je le rappelle, se défend d'un jeune homme qui l'attaque et le tue dans l'action. Son adversaire à l'agonie lâche ces mots qui résonnent à l'esprit du masseur. Zatoichi a rendu quelqu'un aveugle. C'est terrible. C'est issu du 4e volet de la saga, Zatoichi le fugitif. Cette phrase toute simple va donner le ton du film, qui ne fera que parler de ça, de ce qu'on fait subir aux autres, tout en connaissant la douleur de cette expérience. Le Chanbara traverse les âges, et comme tous les autres genres, va servir la société japonaise à extérioriser ses fantasmes, ses peurs et ses pulsions. Il va se cacher derrière tous les piliers d'influence de nos œuvres préférées. Et si tout le monde connaît l'histoire qui lie George Lucas au cinéma d'Akira Kurosawa, notamment avec La Forteresse Cachée et Dersu Ozara, rares sont ceux qui comprennent à quel point cette influence est encore vraie aujourd'hui. Par exemple, pour ceux qui ont vu The Mandalorian, avec cette figure paternelle violente qui protège un fils sur une voie de douleur, eh bien je vous incite à regarder The Lone Wolf and Cub, la série de films dont découle ce concept. Issu d'un manga, l'œuvre traite de l'horreur d'un Moyen-Âge cruel, dans lequel un honorable samouraï est déchu, et pour venger sa famille assassinée, emmène son fils à ses côtés pour abandonner leur humanité, n'être que démons meurtriers. C'est une façon magnifique et terrible que de marquer un univers où la survie n'est possible qu'à travers l'inhumanité. Mis en scène par Kenji Mizumi, le papa de la série des Zatoichi d'ailleurs, les films sont d'une beauté à toute épreuve. Pourtant, s'assument entièrement dans leur aspect de film d'exploitation.
Sorti dans les années 70, le gore exacerbé fait partie du mouvement de la nouvelle vague japonaise, un moment où l'on cherche à bousculer les mœurs. C'est touchant, jouissif et sacrément bien filmé. À côté, Mandalorian ne reprend que l'idée de la surface de tout ça. Jamais on assiste totalement à cette violence, ce monde dur, ce qui remet un peu en cause tout le projet. Un autre exemple très connu est le Sword of Doom de Okamoto, sorti en 66, en français Le Sabre du Mal. Ce film est terrifiant. On suit toute l'histoire à travers les yeux de la figure du mal. On est à ses côtés quand il massacre et trahit. On respire à chaque scène où les gentils gesticulent pour élaborer un plan mais rien n'y fait. C'est un film auquel on ne peut pas échapper. Il se stoppe net avant la résolution de l'intrigue figée par la violence dont fait preuve le diabolique protagoniste. Vous voyez, à chaque fois, la violence a un but. Elle est redirigée en dénonciation ou en témoignage pour servir un propos noble ou le plus souvent didactique. Tous les films de Shonbara ne concernent pas que des silhouettes au milieu d'un champ armé de lames. Les Japonais ont toujours trouvé des moyens de réinventer le genre. Certains sont des semi-huis clos à la narration à rebours comme Harakiri. D'autres sont des récits contemplatifs où les seules scènes de combat tranchent avec la monotonie du quotidien, comme le samouraï du crépuscule, par exemple. Il n'y a pas qu'une seule forme en fait, le genre s'adapte à toutes les thématiques et se fond avec n'importe quel propos. J'en veux la preuve avec celui dont je n'ai presque pas encore parlé, Kurosawa. Lorsqu'il décide de contextualiser ses histoires à l'époque féodale, c'est toujours avec une idée derrière la tête. Il va malaxer le cinéma et ajouter de la sauce japonaise, si je puis dire, à des mythes préexistants, notamment avec sa relecture de Shakespeare pour Le Château de l'Araignée et Ran. Quand ce n'est pas littéralement le contexte historique qui l'intéresse, comme avec Kagemusha, il parvient à puiser l'essence de ce Moyen-Âge pour nous agiter sous le nez ce qui clochait déjà à l'époque. Avec Les 7 samouraïs, un des plus grands films de tous les temps, il narre bien à la fois un récit typiquement japonais, avec des coutumes intrinsèques à leur culture et leur histoire, par exemple l'histoire que la caste des samouraïs ne se mélange pas avec celle des paysans, mais aussi quelque chose qui touche à l'universel, notamment ce message d'entraide brillant, puis ce constat gris que le retour à la normale n'est pas forcément une conclusion bénéfique. Son tour de main le plus malin reste son énigmatique Rashomon, qui est une des plus belles créations du cinéma, tant elle légitime l'utilisation de la caméra, du montage et de la mise en scène comme outil majeur de sa réflexion, à savoir qui dit la vérité. Ce n'est pas pour rien si le bonhomme est devenu le réalisateur préféré de plein de monde. Il module ses histoires pour en créer quelque chose d'unique, à la fois purement japonais mais aussi d'absolument universel. C'est avec Ran, en 1985, qu'il atteindra ce paroxysme absolu du chef-d'œuvre. Tout est mis en place, réellement, lors des scènes de bataille, mais le film parle de ce qu'on ne peut pas voir, d'une destruction complète de l'humanité par l'humanité. Ce microcosme est une sorte d'allégorie de nous, un échantillon d'humain et de pur chaos. J'ai eu la chance de le voir au cinéma, à l'Institut Lumière. J'ai rarement autant été choqué devant un film. Ran m'a bouleversé comme Star Wars l'avait fait 20 ans avant lui. Et les deux univers ne sont pas si éloignés que ça. Vu l'influence de Kurosawa sur Lucas et l'ensemble du mythe des Shambara, c'est comme si j'étais de retour chez moi. Parce que le Jedi, lui, est une incarnation de ce que véhicule le samouraï pour les Japonais. Un modèle de vertu et de force contrôlée par le mental. C'est tellement beau. Oh si, putain. La figure héroïque japonaise passe avant tout par le samouraï. Même déchu, le Ronin est malin, stoïque et haut en couleur. Comme je l'ai déjà dit, la propagande s'est ruée dessus durant la guerre.
le cinéma s'en est emparé très vite. Il y a beaucoup d'a priori et de fausses idées sur les samouraïs, leur rôle historique, leur statut. C'est en partie dû au fait que le rayonnement culturel japonais leur rend beaucoup justice. Une figure solitaire, invincible, traversant campagnes et villes dans le but de se venger, de survivre, de défendre son peuple. Cet aspect vagabond est souvent employé pour rapprocher le samouraï encore plus de nous, public, lorsqu'il ne demande rien à personne, mais sauve tout le monde quand même. Pour ça, le mythe Mifune est maillon d'or. Depuis Yojimbo, son personnage de Ronin désabusé mais extrêmement intelligent, a renversé toute notre conception du chevalier japonais. Il ira même influencer les nouvelles interprétations de Miyamoto Musashi, comme dans le manga Vagabond, ou bien sa personnalité décortiquée animera le duo de samouraïs champlou entre le sauvage et invincible Mugen et le cérébral et mystérieux Jin. Pour parler purement cinéma, les deux films Yojimbo et Sanjuro empruntent énormément au western spaghetti, revendiquent cette influence jusqu'à inspirer indirectement un certain Clint Eastwood pour incarner son homme sans nom. Le cadrage autour du perso de Sanjuro est révélateur, car il expose des règles fondamentales de comment rendre quelqu'un d'imposant, puissant, bref, à la fois humain et héros mythique. Dans sa suite, réalisée moins d'1 an après, le personnage est filmé très différemment. Cette fois-ci, les personnages le remettent en question, se moquent de lui, parce que tuer est devenu sa seule et unique nature. Même dans son âge d'or, le Shambara se remettait déjà profondément en question. Je viens de l'évoquer, mais rien n'est plus légendaire que l'illustre Miyamoto Musashi, maître samouraï historique dont les préceptes philosophiques et martiaux restent encore incandescents à ce jour. C'est sûrement lui, ainsi que les 47 Ronin, qui fut l'histoire la plus adaptée au cinéma. Extrêmement classique, son existence même est fondamentale dans notre conception du voyage initiatique. Sa plus grande adaptation fut d'ailleurs celle de Inagaki, lorsque, pour découper l'histoire du samouraï, le réalisateur choisit de classer le récit en 3 thématiques. L'apprentissage, la confrontation, puis l'absolution. De jeune homme sauvage à philosophe, le personnage profite de la première trilogie du cinéma. Non pas un triptyque, ou 3 chapitres d'un même film, mais bien 3 œuvres complémentaires et interdépendantes. Pour finir, il y a aussi et surtout Zatoichi, qui, comme déjà mentionné, n'est pas un samouraï mais un ancien yakuza, dont la maîtrise de l'épée est exceptionnelle. Lui aussi porte cela comme un fardeau, une puissance qui le dépasse et dont il se sert comme il peut pour apporter son aide. Conçue comme une réponse au James Bond occidental, la série des films Zatoichi passe de main en main à travers les décennies, et reflète, à la manière de Godzilla, les contextes des époques durant lesquelles sont faits chaque film. Les genres s'alternent, la mise en scène change, mais le personnage est immuable, bien que profondément meurtri par ses aventures les plus sombres, ce que fera Bond 50 ans après. Ainsi, transporté par ces personnages sublimes de puissance mais terriblement humains, dans des paysages exotiques mais traditionnels, tout spectateur de Chambara devient vite amoureux. C'est certain. Des légendes modernes d'un temps très reculé, des propos avant-gardistes racontés par des techniciens hors pair, c'est l'aventure ultime du cinéma de divertissement. Si dense qu'il est presque impossible de tout voir, de tout expérimenter. L'objet filmique passe de main en main, et ce n'est pas pour rien que tous les plus grands, ou presque, se sont essayés au genre. C'est parce qu'ils racontent avec beauté, grandiose et poésie, ce que quiconque veut, du moment qu'on raconte quelque chose qui parle des hommes, de leur cruauté inlassable, des amours interdits mais magnifiques, des relations complexes entre l'autorité politique ou familiale, de l'histoire de peuples entiers, balayés par le temps, dont les souvenirs restent gravés à jamais, ou simplement flottant dans un vent tranquille, entre les cimes. C'est avec conviction que j'ose dire, même 70 ans après, que si le Shambara appelle à la remise en question intellectuelle à l'échelle mondiale et permet à ceux qui veulent bien voir d'accéder à la curiosité toute simple mais absolument indispensable, alors il s'agit là du plus beau genre, du plus beau cinéma du monde.